Je vais vous raconter le mythe de Persée. C'est un mythe très ancien. Il a été fixé dans la mythologie gréco-romaine, mais en fait il est bien plus primitif, archaïque que ça. On le retrouve en écho dans des mythologies plus anciennes. Et ensuite il a influencé de nombreuses autres cosmogonies, mythologies, contes de fées, légendes. C'est un mythe qui est au cœur de notre fonctionnement humain. Et en ce qui concerne les versions gréco-romaines, il y a plein d'auteurs qui en ont parlé dans leur récit mythologique. Donc j'ai acheté tous les livres disponibles, je les ai lus. Il y a plein de variantes en fait dans le mythe, mais c'est génial qu'il y ait des variantes parce que ça permet une interprétation plus vaste, plastique, vivante. C'est fort aussi parce que les protagonistes du mythe, ils ont été tous mis en constellation au-dessus de nos têtes et ils sont là, ils veillent sur nous. Ce qui prouve aussi l'importance de ce mythe. Au-dessus de nous, on a Persée tenant la tête de Méduse, Andromède, Cassiopée, Céphée, Pégase, tous des protagonistes du mythe. Avec lesquels on peut se relier, saluer ces constellations, ces immenses paquets d'étoiles qui nous soutiennent depuis en fractal, depuis leur grand niveau de conscience, et notamment là, dans l'épreuve qu'on va traverser. Le fait qu'il y ait aussi plein de versions du mythe, ça permet, quand on fait l'analyse des thèmes, d'adapter avec la configuration précise d'un thème. Vous savez, les lunes noires, elles mettent 9 ans à faire le tour du zodiaque, donc elles peuvent être dans un des 12 signes et puis dans une des 12 maisons. Et aussi, comme elles sont 3 actuellement qui sont comptabilisées, elles ne vont pas être configurées de la même manière dans l'ordre dans lequel elles arrivent, etc. Il y en a certaines qui font des rétrogradations. Donc tout ça, ça raconte en fait des choses précises et nuancées. Et le fait que le mythe il y ait plein de versions, ça permet aussi à chaque fois d'aller choper la version qui correspond en fait à notre thème. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une version telle qu'elle vibre pour moi aujourd'hui de manière générale. J'ai vu déjà dans les thèmes que j'ai faits quand on en a parlé, les thèmes individuels, à chaque fois je n'ai jamais raconté la même version parce que je me branchais en fait sur la personne, sur le moment, sur ce qui se passait pour elle. Et donc là je vais le raconter d'une manière aujourd'hui, et certainement que d'autres fois je le raconterai différemment parce qu'il est un mythe, c'est vivant, c'est très très vivant. Il était une fois. Il était une fois un tout petit être qui était encore dans le ventre de sa mère. Il était bien, il faisait chaud, c'était douillet, il était nourri, c'était agréable, il se sentait comblé dans le ventre de sa mère. Elle le berçait de ses mouvements, de ses chants. Il se sentait complètement heureux dans cet espace qui est tranquille. Puis un jour, il a commencé à se sentir à l'étroit. Il n'y avait plus assez de place. Il avait envie d'autre chose. Il se sentait inconfortable, alors il a bougé, il a essayé de repousser les murs, de percer une porte. Et puis en gesticulant comme ça, en se retournant, il a vu qu'il y avait une zone qui avait l'air de s'élargir pour le laisser passer. Alors il s'est engouffré la tête la première dans le tunnel obscur. Et puis il est sorti au prix d'un effort
incroyable. Il a réussi à se contorsionner et à arriver dans un nouvel espace. Et là, oh, le choc! Une pression énorme sur lui. Il a senti que c'était complètement nouveau. Et notamment, il a dû ouvrir la bouche, ouvrir le nez, et être forcé de prendre un grand bol d'air. Et ça a été sa première inspiration. Et il était là et il se demandait qu'est-ce que c'était que cet endroit où il était arrivé. Il faisait beaucoup moins chaud. Il avait l'impression qu'il y avait beaucoup plus d'espace. Il était toujours dans le noir avec quelques lueurs quand même qui étaient là, mais pas beaucoup. Et ses yeux avaient du mal à s'éveiller parce que il faisait presque aussi sombre que dans le ventre douillet de sa mère, dans cet espace. Mais il savait qu'il n'était plus dans le ventre de sa mère puisqu'il était dans ses bras, qu'elle s'occupait de lui, il entendait sa voix, il sentait la caresse de sa peau. Et elle a pris soin de lui comme ça pendant longtemps, ses premières années. Et dans ce petit espace réduit où il était sombre avec sa mère, il était gai. Il a pris ses marques. Il jouait beaucoup comme les petits enfants qui ont leur mère complètement disponible pour eux. Et puis un jour qui jouait bien, il s'est mis à rire de plus en plus fort tellement son jeu l'amusait. Et puis même presque à crier d'excitation en riant. Et soudain, padabam! À ces cris de joie ont répondu un vacarme énorme. Et il y a eu une percée de lumière immense dans la pièce, l'aveuglant complètement. Et une énorme voix furieuse s'est mise à crier. « Danaé, j'ai entendu un cri d'enfant. Traîtresse, tu m'as trahi. Je vais me venger. » Un homme énorme est entré dans la pièce. Impressionnant, beaucoup percé, qui commençait à accommoder son regard malgré cette lumière blanche qui prenait tout l'espace. Et il a vu pour la première fois sa mère, si belle. Il a eu le temps de la voir. Et en même temps, il a vu cet homme hirsute, très grand, avec une grosse voix, attraper sa mère par les cheveux et la sortir du cachot où ils étaient tous les deux relégués. Toujours en criant « Comment c'est possible que tu aies eu un enfant? Où est ta servante? Je vais la tuer, je vais te tuer, je vais tuer l'enfant. » Et là, Danaé qui répond « Acrisios, mon père, tu te trompes, je ne t'ai pas trahi. Cet enfant est un enfant divin. C'est un cadeau de Zeus. »« Qu'est-ce que tu racontes? Et puis quoi encore? Comment Zeus aurait-il pu entrer dans ce cachot? C'est la servante qui a ouvert la porte, j'en suis sûre. »« Tu te trompes, Acrisios. Par une belle nuit, une nuit divine, une nuit magique, une nuit mystique, Zeus s'est transformé en pluie d'or et est venu dégouliner dans tout l'espace du cachot, l'éclairant de la beauté de l'or. Et nous nous sommes unis. Et il m'a fécondée durant cette merveilleuse nuit d'amour. L'enfant est né. Tu n'oserais pas tuer un fils de Zeus. Acrisios se lâche, recula alors et réfléchit. Non, il ne pouvait pas.
Il ne pouvait pas tuer un enfant de Zeus, la vengeance serait trop grande. Il ne pouvait même pas tuer sa fille, cette traîtresse, parce que si Zeus l'avait aimée, il la protégerait. De colère, il tua la servante, au cas où. Et puis, il fit construire un coffre en bois, dans lequel il emmura de nouveau Danaé et Persée. Il les jeta à la mer, en les vouant aux dieux, et en disant à Zeus, « Ah, tu as voulu d'un fils, eh bien, occupe-t'en. » Acrisios était un roi lâche. C'était un roi qui avait été insatisfait d'avoir une fille comme héritière. Il était allé voir l'oracle pour lui demander quand est-ce qu'il aurait un héritier mâle. Et l'oracle, fidèle à son précepte, ne lui a pas répondu directement, mais lui a répondu qu'il mourrait de la main du fils de son héritière fille. C'est pour ça qu'Acrisios avait fait emmurer vivante sa fille pour éviter qu'elle ait une descendance. Vous le voyez là, le mauvais roi, qui n'accepte pas le cours inéluctable de la vie et qui préfère, par espoir vain d'immortalité, ne pas laisser la vie suivre son cours. Zeus n'a pas permis ça. Il est venu honorer Danaé et honorer l'oracle par la même occasion. Toujours est-il que le coffre vogue à travers les eaux, protégé par les dieux bien sûr, et vient échouer aux abords d'une petite île où il est trouvé par un pêcheur du nom de Dictys. C'est un homme bon, ce pêcheur. Il va prendre soin de Danaé et de Persée enfant. Il va apprendre à Persée à pêcher, à chasser. Il va l'entraîner à être vaillant. Il va connaître la naissance de Danaé qui va lui raconter son histoire. Et sur cette île où ils sont arrivés, il s'appelle Séryphos, il y a un autre roi. Il y a plein de rois dans cette époque des Grecs. Ce roi, il s'appelle Polydectès et lui aussi, c'est un drôle de roi. Et quand il voit Danaé, il tombe amoureux d'elle, mais elle ne veut pas de lui. Persée est déjà de taille adulte à cette époque, c'était un jeune adulte et Polydectès sent qu'il est trop fort, Persée, pour lui et qu'il ne va pas pouvoir prendre la femme de force tant qu'il y a l'enfant qui est là. Alors il cherche une ruse pour éloigner Persée, ou pour l'humilier, ou pour lui faire perdre du pouvoir. Et donc il va profiter du mariage d'une autre future reine qui s'appelle Hippodamie pour demander à tous les hommes de l'île de lui offrir des présents, des chevaux pour aller honorer ce mariage. Persée, il ne peut pas honorer ça parce qu'il n'a pas d'argent, il est sans le sou. Et il est fanfaron à cette époque, il est jeune, alors il va dire moi je ne peux pas t'envoyer de cheval, mais si tu veux, je te ramène tout ce que tu veux. La tête de Méduse, par exemple. Alors il fanfaronne, parce qu'évidemment, la tête de Méduse, il dit ça parce que c'est la chose la plus impossible à conquérir. C'est ce qui fait le plus peur aux hommes de cette époque. La tête de Méduse, c'est considéré comme l'exploit qu'on ne peut pas faire, en fait, que personne n'a réussi. Polydectès est trop heureux de pouvoir prendre Persée au mot et lui dit très bonne idée, tiens, allez va me la chercher. Puis quand tu reviendras, je te remercierai pour ta bravoure
et tu auras toujours à ma bonne grâce. Et Persée, il est jeune, alors là, il a fanfaronné, il a fait preuve un peu d'hubris, hein, il n'aime pas trop ça, les Grecs, l'hubris, mais bon, ça lui est pardonné, d'une part parce que c'est un demi-dieu, et d'autre part parce qu'il a son épopée à vivre. Et son épopée, elle commence déjà par aller récupérer la tête de Méduse. Mais il ne sait pas où elle est, cette tête. Il est bien embêté. Heureusement pour lui, les dieux sont là. Et les dieux, c'est nos principes transcendants, hein, qui vont venir nous soutenir, qui vont venir nous guider vers la vérité et vers l'accomplissement de notre destin. Les dieux qui vont le plus aider, Persée, ça va être Hermès et Athéna. Ils arrivent et puis ils vont aller guider notre jeune Persée vers son destin. Pour pouvoir atteindre la Méduse, il a plusieurs étapes. Il doit passer devant 3 fois 3 femmes. Tout d'abord, les 3 grès. Ces d'étranges femmes, elles sont éternellement jeunes, dans une apparence éternellement vieille et laide. Elles sont toujours ensemble et elles n'ont pour elles 3 qu'un œil et qu'une dent. Mais avec cet œil unique, elles voient tout le temps, puisque elles sont très envieuses de cet œil, donc elles se le passent à tour de rôle, et ainsi leur attention est toujours présente. Et avec ces dents, elles peuvent mordre et tuer très rapidement. Elles sont voraces en même temps. Ça me rappelle œil pour œil, dent pour dent. Il y a une petite évocation là de la fréquence de la vengeance, de la loi du talion, qui vient résonner dans cet œil et cette dent qui sont signifiés. Hermès suggère à Persée d'aller demander au gré où se cachent les gorgones dont Méduse fait partie. Persée y va et Athéna le prévient. Attention, elles ne sont pas faciles, les grès. Si elles te voient, elles te mangent. Prends le temps. Sors de ton impatience et apprends à observer, à attendre le bon moment. Persée suit son conseil. Il arrive de manière très prudente, il se cache et il observe longtemps le manège des 3 sœurs, les 3 grès, qui se passent l'œil en ricanant. Et il regarde quel est le moment opportun, le seul moment où il va pouvoir attraper l'œil. Et en se familiarisant avec leur ambiance, avec leur atmosphère, avec leur manège, il se rend compte qu'elles ont des routines en fait, qu'elles font un peu toujours la même chose, malgré le fait qu'elles soient réputées pour une attention quasiment permanente avec l'œil. Il y a une fraction de seconde au moment où le passage de l'œil d'une main à l'autre, où là leur attention est pas là, quoi. Il observe plusieurs fois le passage de ce moment, il le regarde, il voit que ça se répète, et voilà, il apprend les séquences, il apprend les rythmes, il apprend la patience, il apprend la vigilance, il apprend aussi la peur pour la première fois. Alors, il avait eu un peu peur de son grand-père en train de crier, mais il n'avait pas compris. Là, il a peur parce qu'il sent que c'est de lui que ça dépend, c'est de ses actes, et c'est de son à-propos
que va dépendre son destin. Il commence à s'assagir un petit peu. Et donc, quand il sent que c'est le moment, il attrape l'œil. Elles n'ont rien eu le temps de voir, il est extrêmement rapide. Elle crie, elle hurle. On est dans le noir, c'est pas possible. Intrus, rends-nous l'œil. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais nanana. Et en fait, il paraît même, selon les versions, il attrape l'œil et la dent. Mais bon, il va nous suffire l'œil pour cette fois. Et Persée se tient à bonne distance d'elle et leur répond, écoutez, j'ai besoin d'une information, c'est vous qui avez l'information. Si vous me donnez l'information, je vous rends votre œil. On te dira tout ce que tu veux, bien évidemment, rends-nous tout de suite notre œil. Non, non, vous me donnez l'information, puis je vous rendrai l'œil après. Hein. Alors évidemment, elles n'ont pas trop le choix parce que c'est leur raison de vivre, cet œil. Et donc, elles vont lui indiquer où sont les gorgones et par où il doit passer pour s'y rendre. Il leur rend l'œil et il part de plus en plus loin, dans des zones de plus en plus inconnues. Il va se rapprocher des rives du Styx, le fleuve de la mort, le royaume d'Hadès. Déjà, pour aller jusque-là, il ne peut plus y aller en marchant. Donc Hermès lui a fait cadeau d'ailes aux pieds. Vous savez, les petites ailes qu'on voit au pied d'Hermès. Hermès lui en a prêté une paire similaire. Et ainsi Persée va pouvoir se rendre jusqu'aux rives du Styx, du fleuve de la mort, en volant grâce aux ailes, aux pieds ailés. On voit qu'on est déjà dans des zones qui ne sont plus des zones ordinaires, hein, qui ne sont plus des zones de surface, de la profondeur. Et au bord des rives du Styx, il y a de nouveau 3 femmes qui sont là, qui sont des nymphes du Styx. Alors les nymphes, c'est des créatures beaucoup plus faciles que les grées ou que les gorgones. Hein. Ce sont des créatures belles, joviales, sociables, qui aiment rendre service, etc. Même les nymphes du Styx. Et quand elles voient arriver Persée, qui leur explique qu'il est à la recherche de Méduse, elles lui offrent des cadeaux des dieux, des cadeaux pour pouvoir aller accomplir sa mission. Il est offert plusieurs attributs à Persée qui vont être pour nous des attributs symboliques pour nous aider dans notre propre descente, dans nos profondeurs de l'inconscient, pour y aller de manière sécure et soutenue par le divin. Il est offert un casque, qui est un casque qui appartient à Hadès, le dieu de la mort. Et c'est un casque d'invisibilité. Celui dont on revêt les morts quand ils disparaissent du monde des vivants. On offre aussi à Persée une faucille. Il est dit que c'est une faucille d'Hermès qui va permettre d'aller couper la tête de Méduse. On offre aussi à Persée un sac spécial, la Kybissis. Ce sac est tellement spécial qu'il a un mot pour lui, qui est resté jusqu'à nos jours, qui va permettre de récolter la tête de Méduse et de la rendre inoffensive tant qu'elle est dans ce sac. Et Athéna va compléter les cadeaux en offrant à Persée un bouclier miroir, le bouclier d'Athéna, qui va lui permettre de voir sans être vu. Parce que le problème avec Méduse, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est que on ne peut pas la regarder en face. Elle a le regard qui tue. Donc elle ne peut plus regarder les personnes, sinon elle les tue. Mais en plus de ça, on ne peut pas la regarder. Ainsi, dotée, Persée va continuer son avancée. Il va aller de plus en plus loin. Au-delà du Styx, il va aller jusqu'aux zones proches du Tartare, cet endroit le plus effroyable qu'il soit possible de suggérer, là où ce n'est même pas le royaume des morts humains,
Le Tartare, c'est la zone où sont emprisonnés les titans et les monstres primordiaux. C'est des zones d'un archaïsme absolu et complètement terrifiant. Et Persée doit s'approcher de ces zones-là. Heureusement, Hermès et Athéna sont avec lui. Il n'est pas tout seul dans son voyage. Et là, dans ces décors, il commence à être terrifié parce qu'il voit des formes tout autour de lui, animales, humaines, pétrifiées, certaines comme des statues qui viennent juste d'être sculptées, d'autres au contraire complètement érodées par l'usure des temps et avec des traits à peine reconnaissables. Et ça fait un tableau du plus macabre en fait. Et son sang se glace. Il connaît la peur de manière extrême, aiguë. Ce sont des zones tellement inhospitalières. Et en même temps, il ne peut pas reculer. Et comme il est soutenu par les dieux, il ose continuer pas à pas, malgré cette terreur. Il arrive près de l'antre des Gorgones, les 3 sœurs dont Méduse. Alors là aussi, il y a plusieurs versions sur d'où vient Méduse. Est-ce qu'elle est monstre dès le début ou est-ce qu'elle le devient après avoir été humaine et prêtresse? Selon les cas, on se module avec ça. En tout cas, il est dit de Méduse qu'elle a été punie et envoyée dans ce lieu aux confins du Tartare par Athéna, qui est une protagoniste importante de notre mythe, et notamment parce que il y a eu un sacrilège dans le temple d'Athéna, où Méduse a été violée par Poséidon, que Neptune. Et suite à ça, en fait, Athéna a défiguré Méduse et l'a reléguée en fait aux confins au plus lointain. Alors ça peut paraître, si on regarde au premier degré le mythe, ça peut nous sembler terriblement injuste, que la femme violée se trouve en plus punie d'une double peine d'être défigurée. Mais c'est un mythe. Et du coup, excusez-moi, il y a eu un petit lutin là qui est arrivé. Je lui ai fait un signe. Et en fait, donc ça nous parle de quelque chose d'absolument affreux, mais qui est en reflet du réel, en fait. Du coup, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'une zone, au niveau, si on regarde au niveau correspondance psychique et physique, en fait, dans le cerveau, Méduse, ça peut représenter notre cerveau limbique, la zone émotionnelle. Et quand il y a un traumatisme très fort, comme peut l'être un viol, par exemple, il y a un tel afflux de stress, un tel afflux d'hormones de stress dans le cerveau limbique, donc un lâcher d'adrénaline, de cortisol, etc., que en fait, ça menace la survie du système. Ça pourrait tuer en fait l'être humain. Donc pour ça, le cortex préfrontal, la zone du cerveau consciente, va faire disjoncter le cerveau limbique et le reléguer dans l'inconscient. Donc c'est ça que ça représente. Méduse, elle représente le cerveau limbique et Athéna représente la conscience, le cortex préfrontal et la zone qui, pour pouvoir continuer à fonctionner, va choisir momentanément de dissocier, parce qu'elle n'a pas le choix en fait, dissocier le trauma, le choc, la mémoire traumatique et la reléguer. Donc ça, c'est une des explications de cette scène-là où Athéna en fait va bannir Méduse et la mettre au plus profond. Et pourquoi la bannir? Parce qu'en fait, c'est une zone tellement sidérée, qui a tellement de peur, qu'elle ne peut plus générer que la mort, par pétrification. Donc on a tous les adjectifs avec ça, avec sidéré, médusé.
mais aussi des mots comme fasciné. Être pétrifié, en fait, c'est un moment où il y a plus de vie. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui se fige. Dans les échelles de stress, c'est aussi la zone la plus haute, en fait. Vous savez, avec les réflexes de survie, on va avoir la fuite ou l'agression. Et en fait, si le stress augmente, il y a une sidération qui se fait avec une incapacité de bouger et un bug, en fait, du système. Méduse, ça parle de ça, de manière brute, dans nos psychés. Et donc, c'est comment, en fait, pour continuer de vivre, l'ensemble du système n'a pas d'autre choix que de couper des zones mémorielles, de couper des zones traumatiques, et pouvoir continuer de vivre en s'adaptant, en compensant. Avec le problème, c'est que ça coûte énormément d'énergie de garder l'amnésie à cet endroit-là pour le système. Donc régulièrement, en fait, des tréfonds de l'inconscient, ça va venir demander à être traité comme information, réactualisée depuis, normalement, un être humain qui, entre-temps, a maturé, a grandi, les niveaux de stress ont retombé pour pouvoir gérer le souvenir, l'intégrer, pardonner ce qui peut être pardonné, et puis redevenir entier, en fait, intégral. Et c'est pour ça que Athéna, dans le mythe, est vraiment très importante, parce c'est elle qui, au départ, doit reléguer Méduse, et ensuite elle doit absolument aller venir la chercher pour pouvoir la ramener à la conscience. C'est de ça que ça parle, en fait. Donc nous voilà avec Persée aux confins du repère des Gorgones, et c'est comme avec l'aigré. Il attend, il prend le temps d'observer tout ce qui est là, de s'aligner, de rester objectif, de voir l'ensemble de la situation, de gérer son propre stress, en fait, d'être dans des zones aussi malsaines et affreuses, et frappées à la fois de terreur, de dégoût, de honte. C'est vraiment des zones en nous où on ne s'aventure pas, tellement il y a une aversion profonde, en fait. C'est la zone du mal aussi. Potentiellement, Méduse, il y a aussi cet aspect, c'est-à-dire qu'elle a été corrompue par le mal, en fait. Alors, au moment où elle était victime, il y a quelque chose qui s'est corrompu, et elle est devenue à son tour une émanation, une incarnation du mal. Ça nous parle de nos zones de mal. En fait, ça nous parle, Méduse, à la fois de nos zones de mal, nos zones de terreur, nos zones de folie. Il y a un côté, je ne sais pas si vous avez déjà vu des représentations de Méduse, mais avec les yeux exorbités, les cheveux de serpent, des défenses de sanglier, la langue pendante. Enfin, il y a quelque chose qui évoque un délire profond, en fait, et vraiment terrifiant à regarder pour une psyché saine qui a peur d'être corrompue par cette folie. Il y a aussi cet aspect-là à comprendre, en fait, avec Méduse. Il peut y avoir aussi donc l'aspect de corruption dont je vous parlais, par le mal, l'aspect de fascination aussi du mal. Il y a plein de manières différentes, en fait, par lesquelles l'énergie de Méduse vient créer des troubles profonds, des troubles psychiques profonds chez les êtres humains. Et Athéna prévient bien Persée de ne pas regarder Méduse en face, en fait. Elle lui dit, mais même toi, demi-dieu, même toi avec nous les dieux à côté de toi, tu ne vas pas pouvoir la regarder. Si tu la regardes, tu seras pétrifié. Donc il faut que tu ruses. Vous savez qu'Athéna, elle a une très grande intelligence, et donc elle a aussi la ruse parmi ses caractéristiques à nous apprendre. Mais une ruse qui n'est pas une ruse pour mentir, mais qui est une ruse de la sagesse, en fait. Et donc, elle lui explique comment, avec le bouclier miroir, il va pouvoir trouver l'angle opportun et le moment opportun pour couper la tête de Méduse. Et donc, mais Persée, il est terrifié, en fait. Il se sent
plus à la hauteur. Là, il regrette tellement de s'être embarqué là-dedans. En fait, il sent qu'il va défaillir et le moment s'approche et il est là. Et Méduse, les gorgones sont endormies. C'est le bon moment. Il a attendu le bon moment. Mais même au moment d'y aller, en fait, il est là avec le bouclier, mais qui fait miroir. Il voit la forme de Méduse, mais il ne sait pas comment sa main va pouvoir accommoder. Et en fait, il commence à paniquer au point que c'est Athéna, en fait, qui va descendre dans Persée, guider sa main et avec la faucille, décapiter Méduse. Et Persée ouvre la kibyssis, met la tête dedans, referme la kibyssis. Les sœurs gorgones se réveillent, hurlent. Et en même temps, du corps de Méduse sortent deux créatures de manière complètement fortuite. Il y a un immense et magnifique cheval ailé qui apparaît, c'est Pégase. Pégase, il est là, il est né, c'est un fils de Méduse, il sort du corps de Méduse décapité. Et il n'est pas seul, il a un frère qui s'appelle Chrysaor. Ça veut dire le guerrier d'or ou l'épée d'or. Et ces deux créatures sublimes sortent depuis la créature la plus ignoble et la plus monstrueuse. Et on voit comment, en essence, il y avait ces beautés absolument merveilleuses qui étaient en germe, en potentiel au fond de Méduse. Et le fait de décapiter Méduse leur permet de venir, eux, à la vie. Mais les deux sœurs gorgones, elles veulent la peau de l'intrus. Alors là, Persée, il ne perd pas une seconde. Et heureusement, il a le casque d'invisibilité, donc il va le mettre sur sa tête. Et grâce à ça, en fait, il va pouvoir s'enfuir sans que les sœurs arrivent à le capturer. Alors c'est intéressant parce que ça nous parle beaucoup vous voyez, il y a beaucoup le regard, et il y a beaucoup la tête très présente en fait tout du long du mythe. Donc il a la tête dans le sac de Méduse, mais il a aussi sa tête dans le casque de Hadès pour pouvoir partir. Vous voyez, il y a quelque chose qui se confond. On voit qu'on est vraiment dans des zones où tout ce qui est l'endroit de la conscience, il est relié à la tête en fait, relié au crâne, relié au feu du crâne, est tellement en travail en fait dans ce mythe. Et ça y est, il va pouvoir sortir de la zone, repartir du Tartare, et il est là, il est dans le ciel, il va de plus en plus haut. Alors il y a certaines versions où il est avec Pégase, etc., mais moi, dans la version principale, telle que moi je la vibre actuellement, en fait Pégase, c'est son ami, mais on le retrouvera dans d'autres aventures. Et là, il est avec les pieds ailés d'Hermès, et puis il sort des zones du Tartare, il sort des zones de l'Hadès, et il va aller en fait surplomber la terre entière pour pouvoir rentrer à l'île de Séryphos, donner la tête de Méduse à Polydectès. Il doit traverser en fait d'immenses espaces, et là il a pris suffisamment de hauteur pour pouvoir surplomber les terres et les mers. Et avec son regard perçant, en fait, pouvoir voir chaque détail. On voit que sa conscience est complètement décuplée, en fait, du fait d'avoir récupéré l'énergie de Méduse qui prenait tellement de place dans la psyché, de mécanismes inconscients et faux et de tromperies, en fait, d'illusions. Là, il a récupéré toute la conscience, en fait. Et donc, il voit tout. Il voit l'ensemble de la Terre. Et donc, il est là, en train de surplomber les terres. Et puis, soudain, il y a un point, donc il est très, très haut, mais il voit un point qui l'attire irrésistiblement, un point de lumière, un point de beauté, un point de pureté absolue. Il reconnaît qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est là. Donc, il se rapproche et en fait, il arrive et il voit que c'est une femme absolument merveilleuse, une beauté époustouflante, qui est au bord du rivage, sur un rocher qui est attaché, et il voit qu'il y a beaucoup d'agitation tout autour. Il y a des grandes vagues, le pays, les terres à côté, il sent que c'est
très compliqué. Il y a des gens qui crient, il y a des champs dévastés, il y a des constructions un peu en ruine partout. Il voit que c'est une zone de crise en fait. Mais il n'a pas peur, vous vous rendez bien compte, vu ce qu'il vient d'accomplir comme exploit surhumain. Donc là, il va se rapprocher des humains. En fait, il va aller voir cette femme si belle et il lui demande qu'est-ce qu'elle fait là et s'il peut l'aider. Au début, elle n'ose pas lui répondre et puis il insiste. Alors elle lui explique qu'elle s'appelle Andromède, qu'elle est une princesse, fille de la reine Cassiopée et du roi Céphée, dans le royaume d'Éthiopie de l'époque, qui correspond à l'Éthiopie. Et elle explique à Persée qu'elle est offerte en sacrifice à un monstre marin qui s'appelle Céto, pour apaiser la colère du monstre qui est en train de ravager le pays, le royaume. Persée, en ayant vu Andromède, tout son cœur s'est ouvert, toute sa vie a pris sens. En fait, pour lui, il est hors de question, il est amoureux inconditionnellement, immédiatement, et là, il sait qu'il ne va pas laisser faire ça, en fait. Et donc, il va voir les parents, le roi et la reine, et il leur dit, écoutez, moi, je vais libérer votre fille, et puis ce monstre, je vais le tuer, hein. Mais par contre, si je le tue, il faut que vous acceptiez de me donner Andromède pour épouse. Le roi et la reine tergiversent. C'est surprenant, hein, parce que bon, c'est les parents, les rois et reines, on pourrait croire qu'ils seraient très contents qu'il y ait un héros fabuleux qui descende du ciel pour sauver leur fille. Mais en fait, non. Et là, Persée commence à trouver que c'est un petit peu bizarre, en fait, leur attitude. Et Céphée et Cassiopée lui expliquent. Céphée lui dit, mais non, mais en fait, tu peux pas faire ça parce qu'on a demandé à un oracle, à l'oracle d'Amon, comment résoudre la situation de notre pays où il y a des calamités, il y a des tsunamis, il y a la peste, il y a des ruines de partout. Il faut apaiser la colère des dieux et l'oracle a demandé que Andromède soit sacrifiée. Et Persée, il ne veut pas entendre ça, en fait. Il dit, ah mais non, 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 pas du tout. Si votre problème, c'est le monstre, moi, j'ai tué le pire monstre qui existe dans l'univers. J'ai la tête de Méduse dans mon sac. Votre monstre, j'en fais qu'une bouchée, en fait. Et en fait, il reste là et il commence à combattre Céto. Mais ça dure longtemps, en fait. Et c'est des choses qu'on va retrouver aussi beaucoup dans les mythologies du Moyen-Âge, où il y a le héros face au dragon, là, le chevalier face au dragon, et puis le combat il s'éternise en fait, et puis il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu, mais en fait pendant ce temps-là, dans le pays, il n'y a plus de calamité en fait, parce que comme le monstre, Céto, il est occupé à se battre avec Persée, ça se calme au niveau du peuple, au niveau du royaume, il commence à reconstruire, il commence à reprendre un peu, avoir moins peur, à être moins désespéré. Et il commence même à trouver que ce Persée, décidément, il a vachement de courage, et puis qu'eux, ils n'en ont pas eu autant, mais que ça fait du bien quelqu'un qui a du courage et comme ça, qui tient tête au monstre. Et petit à petit, le peuple, et puis c'est fait, il commence à changer d'avis, en fait, vis-à-vis de Persée. Mais pour Cassiopée, c'est moins clair. Il faut dire que c'est quand même un peu la responsabilité de Cassiopée, tout ce qui vient de se passer dans le royaume. Cassiopée, c'est la mère de Andromède. C'est une femme mature, hein, qui a été très belle, c'est une reine. Et là, elle a commis une très grande faute, en fait. Pour les Grecs, c'est la faute de l'hubris, de l'orgueil. Elle s'est vantée. Alors, selon les versions, il y a plusieurs hypothèses, mais du coup, je vais vous les dire les trois. En fait, il y a une version où elle s'est vantée que sa fille était
plus belle que les Néréides, donc les nymphes de la mer. Dans une autre version, elle s'est vantée qu'elle-même était plus belle que les Néréides. Et dans une autre version, elle est extrêmement jalouse du fait que sa fille devienne plus belle qu'elle et soit plus appréciée qu'elle du fait de son innocence et de sa pureté, qu'elle-même ne peut pas vibrer, puisqu'elle est une reine corrompue. Et toujours est-il que ces prises de position internes vont provoquer la colère des dieux, la colère de Neptune, Poséidon, qu'on retrouve une deuxième fois dans le mythe en antagoniste, puisque c'est lui qui va les déclencher la riposte du monstre marin. Vous voyez, Cassiopée, ça va être une des lunes noires de notre zodiaque, et elle va les figurer en fait la responsabilité de notre création psychique. Cassiopée, elle va générer le pire et le meilleur. Elle va générer le meilleur avec Andromède, qui va être une des lunes noires aussi, qui est l'idéal, la pureté, l'innocence préservée, la beauté, l'harmonie, la perfection. Donc un idéal qui n'est pas humain, mais qui a l'avantage de nous servir de sens, d'étalon, de direction, de boussole, de but. Quelque chose qui va comme ça vraiment nous animer et nous donner une direction. Et donc c'est en ça que les lunes noires sont tellement précieuses pour nous. Mais Andromède, à ce moment-là du mythe, elle n'est pas tout à fait humaine en fait. C'est nos zones d'idéal inaccessible. Et du coup, qui vont créer aussi beaucoup de désespoir parce qu'on voudrait y être déjà, mais on n'y est pas. On n'est que des humains. Et Cassiopée, elle, c'est une zone des lunes noires, c'est une zone beaucoup plus humaine qui va être face à l'ambivalence de ses sentiments, l'ambivalence de ses actes, l'ambivalence de ses pensées, de ses émotions, et qui, comme je vous disais, va créer le pire et le meilleur, alors qu'elle est reine. Donc elle a la responsabilité d'un royaume et pas seulement d'elle-même. Et ce royaume, il s'agit de notre univers interne, de notre psyché. Et Cassiopée, elle a quand elle provoque ces taux, en fait, c'est les moments où on va provoquer des cataclysmes émotionnels en nous, des raz-de-marée émotionnels, où potentiellement on fait vraiment des ravages profonds dans nos vies relationnelles, mais aussi dans notre cerveau, psychiquement, physiquement, où on va aller abîmer en fait des zones cérébrales par de trop forts excès émotionnels. Et donc Cassiopée, elle est ambivalente vis-à-vis d'Andromède. Et elle va l'être jusqu'au bout. Et c'est aussi une des zones en nous qu'il va nous falloir vraiment capter et apprendre à réaligner cette Cassiopée, parce que c'est celle qui est la plus proche de notre expérience réelle. Méduse, comme Andromède, c'est des zones idéales. Alors, idéal perfection avec Andromède, et puis idéal monstrueux avec Méduse. C'est un peu très polarisé, si vous voulez, et ça n'est pas... et c'est aussi le bien, le mal, d'une certaine manière. Et puis, on a, qui oscille entre les deux, on a cette Cassiopée qui va générer le meilleur et le pire, mais de manière semi-consciente, en fait. Il y a une duplicité chez Cassiopée qui est assez terrible, et qui va nous être demandé d'élucider en nous pour connaître enfin la vérité sur nous-mêmes et pouvoir enfin nous positionner de manière saine. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, le peuple et ses fées se rangent du côté de Persée dans leur cœur. Et là, Persée, enfin, il a la possibilité de tuer Céto et de délivrer Andromède. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? En fait, c'est dans notre psyché, c'est les moments où, en nous, il y a suffisamment d'accord général pour faire changer la situation, dans toutes nos parts internes et nos différentes zones qui sont parfois contradictoires. Là, quand il y a un accord qui se fait pour un grand changement profond,
et bien enfin, les forces d'action, elles peuvent agir. Et du coup, c'est ce moment-là qui est un moment charnière. Persée, il va... alors, ben, il y a plusieurs versions sur comment il s'y prend pour abattre Seto. Alors moi, ce que j'aime bien, parce que on est encore avec les jeux du regard et de l'illusion et d'ombre et lumière et de ruse. En fait, il y a une des versions où il va se mettre entre le soleil et le regard de Seto. Donc son ombre va apparaître hyper grande à Seto, qui va plus savoir où il est et qui va aussi être impressionné par l'illusion de cette si grande ombre. Et là, voilà, Persée peut, avec la faucille de Hermès toujours, lui porter le coup décisif et délivrer Andromède. Donc là, c'est merveilleux en fait, parce que il a tué deux monstres qui sont quand même à la source en fait de beaucoup de souffrances dans l'âme humaine et de beaucoup d'erreurs, hein, et d'erreurs gravissimes, je veux dire d'erreurs spirituelles très profondes. Hein. Méduse, c'est vraiment une erreur spirituelle profonde. Mais c'est même pas fini en fait. Enfin, c'est très 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 long, n'est-ce pas? Et donc après, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir les noces qui vont être célébrées. Donc c'est pareil selon les versions. Cassiopée s'est fait, soit il reste aligné avec ça, et il y en a d'autres où en fait ils rebroussent chemin, ils font venir des hommes en armes. Et de toute façon, il y a un autre homme qui se présente, qui s'appelle Phiné, qui est un des frères du roi Céphée, à qui était promise Andromède avant. Alors lui, par contre, il l'a laissé se faire sacrifier, mais maintenant qu'elle est libérée, il la réclame en fait, comme son dû. Et là, il y a encore une scène qui est super importante. Donc, c'est pendant les noces de Andromède et Persée. Arrive Phiné avec plein d'hommes en armes et qui, en fait, veulent interrompre le mariage. Donc, comme je vous disais, on ne sait pas trop le rôle de Cassiopée, en fait, dans cette zone-là. Ça dépend des versions, ça doit dépendre des thèmes et des réponses qu'on a eues adaptatives au fur et à mesure de notre vie sur le degré de duplicité, en fait. Toujours est-il que là, notamment dans la version d'Ovide, c'est une bataille absolument gigantesque qui dure des pages et des pages de combats des uns des autres qui arrivent. Enfin, mais là, c'est en fait Persée, il doit combattre des humains. Il n'est plus contre des monstres. Et au bout d'un moment, il est submergé en fait par le nombre des humains plongés dans de la violence complètement sanguinaire. Et il n'a plus d'autre ressource que de sortir la tête de Méduse du sac et de la présenter à ses ennemis du moment, en fait. Contre lui, il n'a rien contre eux, mais eux viennent l'assaillir. Et donc, il les confronte, en fait, au monstre. Il dit, écoute, moi, je suis capable de tenir ça dans ma main. Qu'est-ce que tu en fais, toi? Et en fait, tous les êtres humains qui s'opposaient, en fait, au mariage sont à leur tour pétrifiés. Et donc, il va pouvoir se marier avec Andromède, partir de ce royaume de Jaffa, et il retourne à Séryphos pour donner la tête de Méduse à Polydectès, qui n'en veut pas, qui lui rit au nez, qui entre-temps, c'est pareil selon les versions, a fait prisonnière Danaé ou pas. Donc, hop, de nouveau, Persée va sortir la tête de Méduse, confronter les humains au regard de Méduse, pétrifier ces êtres-là, donc qui n'ont pas tenu la parole. Je dis ces êtres-là parce que dans le mythe, il y a Polydectès et sa suite. Donc de nouveau, en fait, le roi n'est pas tout seul, il y a le peuple avec lui. Hein. Il y a un roi, c'est un truc assez précis. Et on voit que les rois sont bien déconnants, en fait, hein, dans ce mythe, jusqu'à Persée, qui devient roi à ce moment-là. Donc il va retourner en Argos, d'où il vient, avec sa mère Danaé et avec Andromède. Et là, Acrisios, donc le grand-père, s'enfuit en sachant que Persée revient. Et assez rapidement, bon, voilà, la prophétie doit s'accomplir, hein, c'est comme ça avec les mythes grecs. Donc,
enfin la plupart du temps, puisque l'oracle d'Amon, lui, pour Andromède, Persée a pu le contrer. Mais en tout cas, en ce qui concerne la fin d'Acrisios, la prophétie s'accomplit, mais de manière déviée. Enfin, c'est les dieux, en fait, de nouveau qui interviennent. Il y a des jeux, des tournois, des joutes qui sont donnés dans un royaume voisin d'Argos. Persée s'y rend. À un moment, il lance un disque solaire. Donc, ça nous fait de nouveau référence à la pluie d'or. Hein. Et en fait, le disque est détourné par les dieux. Et dans le public, il y a son grand-père qui est déguisé en mendiant et qui se prend le disque d'or qui va le tuer pour accomplir la prophétie. Et donc, ça boucle, si vous voulez, le mythe. Andromède et Persée restent unis, ils se marièrent et vécurent heureux et beaucoup d'enfants. Donc là, on est à la source, en fait, de cette fin des mythes. Et puis, il va remettre... donc ça, c'est pareil, ça dépend un peu des versions, mais bon, aujourd'hui, en tout cas, il va remettre, il va aller rendre les attributs aux nymphes, à Hermès, à Athéna, qui va récupérer la tête de Méduse et la mettre sur son égide, hein, sur son bouclier. Et ensuite, les têtes de Méduse serviront pendant toute l'Antiquité, servira sur les boucliers pour impressionner l'ennemi, faire peur et montrer sa bravoure et son courage en hommage à Persée. Ce sera un symbole très courant en fait. Voilà pour la présentation de ce mythe. Bon, ça fait presque 1 heure, c'est très long. Ça me permet déjà de vous faire sentir un petit peu, goûter de quoi il s'agit, le remettre à jour si vous le connaissiez déjà, vous le faire découvrir si vous ne le connaissiez pas. Bon, je l'ai résumé, hein, j'ai oublié, par exemple, je n'ai pas parlé de l'épisode d'Atlas, je n'ai pas parlé de l'épisode des coraux. Il y a certainement encore d'autres choses qu'on pourrait rajouter, et puis l'analyser, l'interpréter. Mais ça, j'y reviendrai au fur et à mesure de l'inspiration et de ce que je sens de vous partager. Je vous remercie et à très bientôt.